Le plan secret des banques centrales pour imposer les MNBC sur toute la planète. Est-ce que ce titre est putaclic? Il va falloir regarder toute la vidéo pour le savoir. Ce que je peux te dire dès l'introduction, c'est qu'il y a effectivement des plans pour déployer les MNBC sur toute la planète. Les banques centrales y travaillent. Mais est-ce pour autant dans le but d'asservir l'humanité tout entière? Peut-être pas. Dans cette vidéo, nous allons voir que la vérité est probablement plus nuancée que simplement les gentils et les méchants d'un côté, le complotisme ou le monde des bisounours. Et dans cette vidéo, on va aussi voir qu'il y a un point crucial sur lequel les MNBC pourraient avoir un avantage compétitif par rapport aux crypto-monnaies. Et si le secteur des crypto-monnaies ne se réveille pas, cela pourrait effectivement permettre aux banques centrales d'imposer leur MNBC sur la planète entière. Voici le programme. En fait, c'est plutôt sérieux. J'apprécierais si tu likais cette vidéo, si tu t'abonnes, si tu actives les notifications, mais aussi si tu me donnes ton avis dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez et j'espère aussi que cette vidéo vous apportera quelque chose au niveau de votre réflexion. Et pour terminer, comme d'habitude, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Vous avez donc compris, le sujet principal de cette vidéo, c'est les MNBC, les crypto-monnaies de banque centrale, et c'est un sujet dont je vous parle régulièrement. Comme dans cette dernière vidéo, les MNBC sont-elles inévitables? Je vous avais montré que les banques centrales, de par le monde entier, travaillaient sur la mise en place de leur propre crypto-monnaie de banque centrale. Et donc oui, les MNBC semblent assez inévitables. Donc pour bien commencer, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai dans la description. Et les MNBC étant, semble-t-il, inévitables, on constate même des coopérations entre des acteurs de l'industrie crypto et les banques centrales. Comme Consensy avec MetaMask, en partenariat avec Visa, ils créent de nouvelles infrastructures conçues pour relier les banques centrales aux institutions financières traditionnelles. Mais on pourrait aussi parler évidemment de XRP, Ripple ou Stellar, qui sont aussi des projets qui créent des ponts avec les banques centrales pour la mise en place des MNBC. Alors ces acteurs de l'industrie crypto sont-ils des traîtres? Si on veut un peu opposer les choses de manière manichéenne, dans ce cas-là peut-être, mais si on y réfléchit bien et comme je vous disais plus tôt, puisque les MNBC semblent inévitables, c'est plutôt logique qu'au bout d'un moment, il y ait des ponts qui se créent. De plus en plus, on est en train de voir qu'on va arriver dans un monde où les crypto-monnaies et les crypto-monnaies de banque centrale vont se côtoyer, avec en plus au centre les stablecoins. Et puis si on imagine un monde dans le futur où il y a eu effectivement une adoption mondiale des crypto-monnaies, à un moment il faut que ça communique entre les cryptos d'un côté et les MNBC. Donc c'est plutôt logique qu'il y ait des ponts qui se créent au fur et à mesure. Par contre, on peut s'interroger sur la pertinence de mettre en place des MNBC. À quoi ça sert? En quoi c'est mieux que les cryptos? On pourrait se dire qu'on n'a pas besoin des MNBC pour faire des transactions rapides, peu coûteuses et accessibles à tous. La crypto peut déjà faire ça. Et il y a aussi les banques commerciales qui s'interrogent, qui se disent les MNBC, mais pourquoi faire? Et est-ce que ça risquerait pas d'être dangereux pour les banques commerciales qui s'inquiètent et qui craignent même le risque d'un bank run? Un bank run, c'est des faillites bancaires. Effectivement, les banques commerciales s'inquiètent de la mise en place d'un euro numérique de détail, accessible aux particuliers donc. Ils ont peur d'une fuite massive des dépôts vers cette future monnaie. Ce qu'il faut comprendre avec l'euro numérique, et ce qui permet de comprendre la crainte des banques centrales, c'est que le citoyen sera relié directement à la banque centrale qui lui distribuera cet euro numérique. Alors que jusqu'à présent, il y a un intermédiaire, les banques commerciales, et lorsqu'on veut retirer du cash, on va passer par la banque commerciale pour retirer des billets par exemple, ou pour payer avec notre CB, on passe par la banque commerciale. Le rôle de la banque centrale, c'est de faire une politique monétaire, l'argent est distribué ensuite à travers la banque commerciale qui sert d'intermédiaire vers les particuliers. Et donc là, la crainte, avec cet euro numérique qui se veut être une forme de cash digital, c'est que la banque centrale mette de côté les banques commerciales, les dépôts n'iraient plus sur les banques commerciales feraient faillite. Voilà, ça c'est une crainte. Et la BCE, la Banque Centrale Européenne, a tenu à rassurer les banques commerciales en disant que pour préserver la fonction économique des banques commerciales, les avoirs individuels en euros numériques seront limités, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'euro numérique dans une quantité limitée, pas plus de, je sais pas moi, 500 euros, je donne un chiffre comme ça au hasard. Mais il y aura donc une limite. Les commerçants seraient en mesure de recevoir et de traiter l'euro numérique, mais ne pourraient pas du tout les détenir, protégeant ainsi la base de dépôt des entreprises du secteur bancaire. Finalement, c'est la même chose avec les commerçants et pour les particuliers. Les commerces ont une trésorerie, ils encaissent de l'argent quand ils vendent des biens ou des services, et cet argent, ils le mettent dans la banque commerciale. S'il n'y a pas de limite
limite de détention de l'euro numérique, et si les commerçants sont en mesure de détenir et d'encaisser et de garder et de conserver des euros numériques, dans ces cas-là, ils peuvent se passer de la banque commerciale. Mais du coup, la Banque Centrale Européenne rassure sur ce point-là, et ils rajoutent, de plus, les avoirs numériques en euros ne rapporteraient pas d'intérêt. Donc l'euro numérique, il serait juste là, comme du cash, à 0%, et si c'est à 0%, ça sert à rien d'en conserver. L'argent préférera aller toujours, dans ce cas-là, dans les banques commerciales, que ce soit pour les particuliers, par exemple un livret A, même si c'est faiblement rémunérateur, mais c'est toujours mieux que 0%, ou alors sur d'autres plans d'épargne. En somme, cette MNBC, l'euro numérique, serait véritablement focalisée sur une seule fonction, le paiement. Les banques commerciales n'auraient donc pas à s'inquiéter. Mais ce qu'on peut dire sur ce point, c'est que les règles, elles sont peut-être comme ça aujourd'hui, elles sont prévues ainsi, mais dans le futur, ça peut évoluer. Est-ce que cette limite de quantité d'euros numériques détenus, ça pourrait sauter? Est-ce qu'il pourrait ne plus avoir de limite un jour? Ou est-ce qu'à l'avenir, avoir des euros numériques pourrait rapporter des intérêts? Finalement, si tu changes les règles, c'est possible. Je pense que c'est pour ça que les banques commerciales ne sont pas rassurées. Mais en plus de ça, on peut se dire, finalement, si la seule utilité de l'euro numérique, c'est pour le paiement, comme du cash, qu'on peut pas y avoir d'intérêt et qu'on a une quantité limitée, on peut se dire, c'est quoi l'intérêt? À quoi ça sert, finalement, l'euro numérique? Ça sert à rien. D'autant plus à l'heure où il y a des solutions de paiement instantanées qui sont de plus en plus démocratisées. On voit pas vraiment l'utilité des crypto-monnaies, de l'euro numérique. Mais dans ces cas-là, puisque le titre de cette vidéo, c'est le plan secret des banques centrales pour imposer les MNBC sur la planète, essayons de tout envisager, sans pour autant tomber dans des pièges et dans la facilité. Il s'agirait de pas être manichéen, les bons les méchants d'un côté, le mal le bien, soit on vit dans un monde de bisounours d'un côté, soit il y aurait le mal absolu et des complots partout. Disons que la vérité est sûrement un peu plus entre les deux. Puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas d'intérêt finalement pour l'euro numérique ou les MNBC en général, comment vont-ils faire pour les imposer dans le monde? Alors je sais que c'est une idée qui est assez partagée par un certain nombre de gens qui se disent les MNBC vont être imposés suite à des faillites bancaires, des banques commerciales justement, et on passera directement au MNBC en étant relié à la banque centrale. Alors est-ce que c'est ça le plan? Et d'ailleurs, la Banque du Canada avertit d'une possible forte correction des marchés et d'un risque systémique pour le système bancaire. Alors est-ce que ça pourrait se passer comme ça? Les banques qui font faillite, on n'a plus d'argent, les banques centrales prennent le relais avec les MNBC. Vision un peu complotiste. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, peut-être que c'est entre les deux. Voyons ce que nous dit Evelyn Whitlock, la chef du projet euro numérique à la Banque Centrale Européenne. Elle va nous donner un petit peu des raisons pourquoi, à quoi servirait l'euro numérique. Elle affirme qu'ils n'obligeront personne à payer avec l'euro numérique. Et quand on lui demande quelle serait la valeur ajoutée des monnaies numériques de banque centrale, la question qu'on se pose quand même, que répond-elle? Il est important que le public ait accès à la monnaie de banque centrale, c'est-à-dire l'argent créé par la banque centrale. En Europe, les personnes payent de moins en moins en cash et se tournent de plus en plus vers les paiements numériques. Nous n'obligerons personne à payer avec l'euro numérique, mais nous offrirons une option. Donc quand on lui demande à quoi ça sert les MNBC, c'est quoi la valeur ajoutée? La première réponse, c'est d'ajouter une option. Mais du coup, une option pas forcément utile. Quand on lui dit qu'on a des craintes d'une surveillance orwellienne, comme dans 1984, ou comme dans le meilleur des mondes, un peu comme dans une dystopie, ou alors comme dans la réalité, un peu comme ce qui se passe en Chine avec le crédit social, comme dans Black Mirror, avant c'était de la fiction, ça devient réel. Quand on lui exprime des craintes à ce niveau-là pour les libertés individuelles, elle répond que les normes de confidentialité de l'euro numérique seront plus élevées que les normes actuelles en vigueur sur le marché des paiements numériques. D'accord. Du coup, il y aura de la confidentialité, faut pas s'inquiéter. Mais bon, encore comme j'ai dit un peu plus tôt, les règles, elles peuvent changer quand ils veulent. Ceux qui auront le contrôle, ce sera centralisé. Mais elle ajoute un élément important. Les paiements hors ligne en euros numériques offriraient un niveau de privacy similaire à celui du cash, car les données personnelles relatives aux transactions ne seraient connues que du payeur et du bénéficiaire. Alors là, pourquoi pas, il peut y avoir un avantage. Est-ce vrai que ça préservera la vie privée? Je ne sais pas, mais pouvoir payer hors ligne, effectivement, ça peut être un avantage. Mais aussi finalement, ce qu'on comprend, c'est que s'ils mettent en place des crypto-monnaies de banque centrale, c'est par crainte de crypto-monnaies privées. En fait, c'est des craintes concernant la souveraineté de leur politique monétaire. Et ça, c'est des craintes qui sont plutôt légitimes. C'est pas forcément du coup du complotisme, c'est pas pour forcément réduire nos libertés que les banques centrales souhaitent mettre en place leur MNBC. Si vous imaginez un avenir dans lequel nous préférions tous payer non pas en euros, mais plutôt en Libra, la crypto que voulait mettre en place Facebook, une monnaie privée, ou alors même avec Bitcoin, finalement. Bitcoin qui a
sa propre politique monétaire, avec les halvings, avec sa rareté, 21 millions de BTC, et son propre système de confiance dû à la décentralisation de son réseau, eh bien ça peut perturber effectivement les banques centrales et leur souveraineté monétaire. Ça peut donc déséquilibrer des régions entières sur le plan économique. Et ça c'est vrai. De ce point de vue-là, c'est plutôt justifié du coup de mettre en place des MNBC. Vous voyez du coup, finalement, entre le monde des bisounours, où le mal absolu et les complots, on est un peu entre les deux. C'est pas si simple que ça, il y a de la nuance en vérité. Et effectivement, si on regarde ceci là, c'est l'évolution du poids des banques centrales. C'est combien les banques centrales pèsent chacune par rapport aux autres. Et donc on voit un classement de celles qui pèsent le plus, en milliers de milliards. Et à côté de ça, il y a aussi le gold, qui a une sacrée valeur de réserve. Et on voit progressivement le BTC est monté au classement et fait de la concurrence finalement aux banques centrales. On le voit arriver finalement en mars 2024 au même niveau que, et même devant, plein de banques centrales. Donc on comprend mieux les craintes des banques centrales. Dans ce cas-là, comment pourraient-elles réagir? Peut-être en interdisant Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais ça, on s'aperçoit que c'est le cas dans différents pays, comme au Maroc, ou alors en Chine, où les crypto-monnaies sont pas tout à fait interdites, mais les exchanges, les plateformes pour en acheter, elles sont interdites par contre, et donc c'est compliqué. Mais même quand c'est compliqué, même quand il y a des interdictions des gouvernements, on s'aperçoit que la population, elle arrive toujours à se procurer des cryptos et à les utiliser. Finalement, on comprend que les interdictions, ça sert à rien. Et puis quand on regarde un petit peu à travers le monde, où les crypto-monnaies sont légales, où elles ne le sont pas, où il y a des restrictions, on s'aperçoit qu'à peu près quand même partout dans le monde, on va plutôt dans le sens de l'autorisation qu'à pas de l'interdiction de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc pour imposer le plan secret des banques centrales, pour imposer les MNBC, ce serait pas en interdisant Bitcoin et les cryptos. Ce serait a priori pas non plus en provoquant des faillites bancaires, même si on peut légitimement avoir des craintes de ce côté-là, et comme je vous ai dit, même la Banque du Canada avertit de ce risque, mais je pense, a priori, s'il doit y avoir des risques pour les banques, les États rentreront en jeu, sauveront les banques, fourniront de la liquidité, il y en aura sûrement dans le lot qui ferait faillite, elles seraient peut-être même rachetées par de plus grosses banques, et on finirait avec une concentration, avec des acteurs bancaires d'autant plus puissants, et une disparition des petits acteurs. Je pense que c'est ça le plus probable, je pense pas qu'on irait vers une faillite généralisée des banques un peu partout à travers le monde, mais par contre le sauvetage des banques, création de dettes supplémentaires, on a déjà vu ces épisodes-là, hein. Si ça recommence, du coup, inflation, voilà, ce serait pas génial, mais je pense pas du coup que le plan pour imposer les MNBC, en tout cas le plus probable, à ce point, je ne pense pas que ce soit de provoquer un éclatement du système et des banques. Cependant, j'ai observé un point qui était intéressant, et comme en parlait Evelyn Whitlock, avec l'euro numérique, il y aura des paiements hors ligne. Et j'ai aussi vu que la Banque centrale indienne cherche à rendre sa MNBC transférable sans accès à Internet, comme on le voit dans cet article de Bloomberg. J'ai également vu que Samsung travaille avec la Banque de Corée pour développer les paiements hors ligne. Ils travaillent ensemble pour développer une MNBC, et un de leurs principaux objectifs, c'est de rendre possible les transactions monétaires sur les produits de Samsung sans utiliser le réseau Internet. Alors est-ce que ce serait finalement ça, le plan secret des banques centrales pour imposer les MNBC? Nous couper Internet, on peut plus payer, les cryptos classiques, les crypto-monnaies sont out, et on est obligé d'utiliser les MNBC. Ah bah peut-être, mais c'est peut-être encore un raccourci et de la facilité. Peut-être que la vérité est plus nuancée et plus complexe que ça, et peut-être aussi plus simple en même temps. Grâce à cette collaboration entre Samsung et la Banque de Corée, l'objectif est de se concentrer sur la croissance de la technologie MNBC pour des paiements hors ligne mondiaux. Eh bien ce n'est pas forcément du complotisme, c'est pas forcément pour nous asservir. En fait, ça peut être tout simplement pour anticiper des catastrophes naturelles qui pourraient impacter le réseau internet sur son territoire. Une technologie qui permet des transactions hors ligne, c'est donc nécessaire pour anticiper des phénomènes climatiques, des cyclones, je sais pas moi, un séisme, t'as des pannes d'électricité, t'as plus internet, les antennes relais fonctionnent plus, des choses comme ça en fait. Notre économie est devenue dépendante d'internet. S'il y a une catastrophe à ce niveau-là, c'est la merde. Donc c'est plutôt normal d'essayer de faire en sorte que les MNBC fonctionnent sans internet. Et ce qu'ils vont essayer de mettre en place, c'est de rendre accessibles les transactions en monnaie numérique à travers les smartphones de Samsung Galaxy, ou alors même à travers les smartwatches. Mais j'ai vu par exemple Idemia Group qui travaille aussi sur ce sujet des crypto-monnaies de banque centrale, avec un wallet qui permet d'effectuer des paiements digitaux hors ligne. Et là, une justification, encore une fois, c'est pas forcément pour asservir les gens, ça peut être pour l'inclusion financière. Il y a plus ou moins entre 1,5 et 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un compte bancaire, qui sont donc débancarisées, et avec un wallet, du coup, avec une banque, quelque part, un moyen de paiement, et qui fonctionne sans internet, ça permet d'atteindre aussi des populations qui sont débancarisées parce qu'elles n'ont pas internet, ou alors internet qui fonctionne très mal, des personnes qui sont éloignées des villes. Finalement,
l'inclusion financière, la bancarisation, c'est aussi une justification pour que les crypto-monnaies de banque centrale fonctionnent hors ligne. Ce sera aussi le cas de l'euro numérique, comme je vous l'ai dit précédemment. Il sera largement accessible, gratuit pour les utilisations de base et disponible à la fois en ligne et hors ligne. C'est aussi la volonté du FMI pour les crypto-monnaies de banque centrale. Dans de nombreuses régions, l'accès hors ligne pourrait être décisif pour les monnaies numériques de banque centrale. Eux aussi, ils reprennent la justification par des catastrophes naturelles ou alors même des guerres. C'est assez d'actualité, les guerres. Donc finalement, tout ça, c'est justifié. Les guerres, les catastrophes, les gens qui n'ont pas accès à Internet. Je pense que ça fait sens si les MNBC permettent des paiements hors ligne, et c'est pas pour autant que les vilains comploteurs vont couper Internet pour nous obliger à passer au MNBC. Du coup, vous voyez, je pense en tout cas que la vérité est beaucoup plus nuancée que ça. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est que ça fait bien partie du plan des banques centrales, les transactions hors ligne sans Internet, pour faciliter la diffusion de leur MNBC et quelque part imposer, peut-être pas, mais permettre leur utilisation. Et sur ce point-là, je considère, j'ai l'impression, à ce stade, vous me ferez part de votre avis dans les commentaires, mais les MNBC risquent d'avoir un sacré avantage par rapport aux crypto-monnaies. Alors qu'un peu plus tôt, au début de cette vidéo, je vous disais finalement on n'a pas besoin des MNBC pour avoir des transactions rapides, peu coûteuses et accessibles pour tous, les cryptos peuvent déjà le faire, mais sans Internet c'est plus compliqué. Il y aurait un avantage compétitif aux MNBC. Alors du coup je vous inviterai peut-être à regarder cette vidéo, 3 solutions pour utiliser Bitcoin sans Internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce sont 3 solutions, on va dire intéressantes, mais aujourd'hui pas déployables sur une grande échelle. Aujourd'hui, Bitcoin sans Internet, on n'y est pas trop. Et je pense que ce serait un point sur lequel l'industrie des cryptos devrait se pencher pour permettre du coup aux citoyens du monde entier d'avoir le choix entre les crypto-monnaies, entre Bitcoin ou d'autres cryptos, et les crypto-monnaies de banque centrale. Même si je pense qu'à l'avenir, on utilisera probablement les deux, même aussi les stablecoins. Sur ce sujet de faire face aux guerres, aux catastrophes naturelles, ou voilà, moins naturelles avec les guerres, sur l'inclusion financière aussi, donc sur l'utilisation des crypto-monnaies sans Internet, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo qui, peut-être, d'un côté, c'est du divertissement, tout n'est pas sérieux, et je fais ça aussi pour m'amuser et y prendre du plaisir, mais je vous mettrai en description aussi cette vidéo sur Multiversix, la blockchain du futur pour Deutsche Telekom et Elon Musk, parce que finalement, dedans, je parlais du fait que le réseau Multiversix pourrait tourner sur les satellites Starlink, les satellites qui ne dépendraient pas des catastrophes naturelles, des guerres, etc., qui permettraient d'avoir Internet partout, même en plein désert, et du coup, qui faciliterait la bancarisation du monde. Benjamin, à plusieurs reprises, a parlé de Multiversix comme un réseau non pas seulement planétaire, mais aussi interplanétaire. Finalement, même si, voilà, prenez ça pour du divertissement, mais après tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, si vous revoyez cette vidéo ou si vous la découvrez, vous verrez que cette réflexion est beaucoup plus pertinente qu'elle ne semble l'être en surface. Du coup, c'est pas forcément le grand complot, mais c'est pas non plus le monde des bisounours. Finalement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans l'équation, et c'est plutôt complexe, et en même temps, c'est assez simple. Effectivement, on va vers un monde dans lequel les MNBC vont exister, probablement coexister avec les crypto-monnaies, avec les stablecoins. Après, les questions qu'on peut se poser, effectivement, est-ce qu'on va avoir les guerres, est-ce qu'on va avoir les catastrophes naturelles ou pas naturelles? Est-ce qu'on va avoir une faillite du système bancaire? Finalement, tous ces cas de figure sont possibles. Tout ne se passera pas, mais il faut essayer de tout envisager, de tout anticiper. Et dans ce cas-là, modestement, à mon échelle, j'en appellerais presque à l'industrie des crypto-monnaies. Il faudrait peut-être bosser sur le fait de rendre l'utilisation des crypto-monnaies hors ligne sans Internet possible. Alors je sais pas ce que vous en pensez, c'est en tout cas mon point de vue. Faites-moi part du vôtre dans les commentaires. Vous pouvez liker cette vidéo évidemment, vous pouvez activer les notifications, vous abonner, etc. et me suivre sur mes réseaux sociaux.